C'est vrai. Tout récemment encore, je voulais aller voir Razumikine, lui demander du travail, qu'il me trouve des leçons ou quelque chose. Réfléchissait Raskolnikov. Mais maintenant, là, en quoi peut-il m'aider? Mettons, il me trouvera des leçons, mettons même, il me partagera son dernier kopek, si seulement il l'a, ce dernier kopek, pour que je puisse m'acheter des bottes, arranger ma mise, pour les donner, ces leçons. Bon, et alors? En quoi elle m'aidera, ma pièce de 5? Est-ce que c'est de ça, maintenant, dont j'ai besoin? C'est ridicule, vraiment, que je sois allé chez Razumikine. La question de savoir pourquoi il était allé maintenant chez Razumikine le troublait encore plus qu'il ne le croyait lui-même. C'est avec inquiétude qu'il essayait de découvrir une sorte de signification terrible pour sa vie dans cet acte qu'on aurait cru tout simple. Mais quoi? Est-ce que vraiment j'avais l'intention d'arranger toute l'affaire avec rien que Razumikine et que tout mon salut je l'ai trouvé dans Razumikine? Se demandait-il avec surprise. Il réfléchissait, se frottait le front et, chose étrange, comme sans faire exprès, d'un coup, et comme d'elle-même, après une très longue réflexion, il lui vint en tête une idée des plus étranges. Chez Razumikine, murmura-t-il soudain d'une voix tout à fait calme, comme s'il avait pris une décision définitive. Chez Razumikine, oui, j'irai, bien sûr. Mais pas maintenant. J'irai un autre jour, après ça, quand ça sera fini, et quand tout aura pris une tournure nouvelle. Et soudain il reprit ses esprits. Après ça, s'écria-t-il, bondissant de son banc, mais est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera vraiment? Il abandonna son banc et se mit à marcher, presque à courir. Il voulut retourner chez lui, mais soudain, rentrer chez lui le dégoûta d'une façon terrible. C'était là, dans son coin, dans cette armoire terrible, que tout ça mûrissait depuis déjà plus d'un mois, et il marcha donc au hasard. Son tremblement nerveux était devenu quelque chose de fébrile. Il sentait même de la fièvre. Avec une chaleur pareille, il avait froid. C'est comme en se forçant qu'il commença, d'une façon presque inconsciente, par une espèce de nécessité interne, à observer tous les objets qu'il rencontrait comme s'il cherchait une distraction forcée. Mais il y arrivait très mal et retombait à tout instant dans sa songerie. Quand, de nouveau, en tressaillant, il relevait la tête et regardait autour de lui, il oubliait tout de suite à quoi il était en train de réfléchir et même le lieu où il passait. C'est ainsi qu'il traversa toute l'île Vassilievski, sortit sur la petite Neva, traversa le pont et tourna vers les îles. Au début, la verdure et la fraîcheur sourirent à ses yeux fatigués, habitués à la poussière de la ville, à la chaux, aux immeubles immenses, oppressants, écrasants. Là, il n'y avait plus ni touffeur, ni puanteur, ni débit de boisson. Mais bientôt, ces sensations nouvelles et agréables devinrent elles aussi douloureuses, source de nervosité. Parfois il s'arrêtait devant tel ou tel datcha, tout orné de verdure, il regardait la palissade, voyait au loin sur les balcons, dans les terrasses, des femmes endimanchées et des enfants courant dans le jardin. C'étaient surtout les fleurs qui l'occupaient. C'est surtout elles qu'il regardait longuement. Il les accompagnait de ses regards curieux et il les oubliait avant qu'elles ne disparaissent à ses yeux. Une fois, il s'arrêta et recompta son argent. Cela faisait près de 30 kopecks. 20 aux gendarmes, 3 à Anastasia pour la lettre, donc hier, au Marmeladov, j'en ai donné 47 ou 50, se dit-il en calculant. Lui-même ne savait trop pourquoi, mais il oublia vite la raison pour laquelle il avait sorti son argent de sa poche. Il s'en souvint quand il passa devant un magasin d'alimentation, un genre de taverne, et il sentit qu'il avait faim. Entré dans cette taverne, il but un petit verre de vodka, et il mangea une tourte fourrée à il ne savait pas trop quoi. Quand il finit de la manger, il avait repris sa route. Il n'avait pas bu de vodka depuis très longtemps, et elle agit en un clin d'œil, même s'il n'en avait bu qu'un petit verre.
Ses jambes s'alourdirent soudain et il commença de sentir qu'il avait vraiment sommeil. Il retourna chez lui, mais à peine arrivé à l'île Petrovski, il s'arrêta, complètement épuisé, quitta la route, entra dans les buissons, tomba sur l'herbe, et à la minute même il s'endormit. Dans un état de maladie, les rêves se distinguent souvent par une précision extraordinaire, une clarté, une ressemblance extrême avec la réalité. Le tableau qui se forme est parfois monstrueux, mais le contexte et le processus même de la représentation restent si vraisemblables et avec des détails si fins, si inattendus, mais si concordants du point de vue artistique avec tout le reste du tableau que le rêveur serait incapable de les inventer en état de veille, fût-il même un artiste de l'acabit de Pouchkine ou de Tourguenieff. Ces rêves-là, ces rêves de maladie, on s'en souvient toujours longtemps et ils provoquent une impression très forte sur l'organisme déjà ébranlé et énervé. Raskolnikov fit un rêve effrayant. Il rêva de son enfance, chez eux, encore dans leur petite ville. Il a 7 ans, il se promène un jour de fête, au soir tombant avec son père dans la campagne. Il fait un petit temps gris, l'air est pesant, le paysage est exactement le même que celui qui a survécu dans sa mémoire. Même dans sa mémoire, il s'est beaucoup plus effacé que ce qui se représente maintenant dans le rêve. La petite ville apparaît tout entière comme au creux de la main. Autour, il n'y a pas un saule. Loin, seulement quelque part, tout au bout du ciel, on voit la tache noire d'une petite forêt. À quelques pas du dernier potager de la ville, il y a une taverne, une grande taverne, qui provoque toujours en lui une sensation des plus désagréables et même de la peur quand il passe devant se promenant avec son père. Il y a là toujours une telle foule, on crie, on rit aux éclats, on s'injurie, on chante d'une voix si monstrueuse, si éraillée, on s'y bagarre si souvent. Autour de la taverne, on voit toujours errer des figures si saoules, si effrayantes. Quand il les croise, il se serre toujours très fort contre son père et tremble de tout le corps. Devant la taverne, il y a une route en terre, toujours pleine de poussière, et la poussière qu'il y a dessus, elle est toujours si noire. Cette route avance en serpentant et à environ 300 pas, elle tourne à droite autour du cimetière de la ville. Au centre du cimetière, il y a une église de pierre, à la coupole verte, dans laquelle il entre 2 fois par an pour un office avec son père et sa mère, quand on y dit des messes en mémoire de sa grand-mère, morte depuis déjà longtemps et qu'il n'a jamais vue. À ce moment-là, on amène toujours de la koutia, dans un petit plat, dans une serviette, et cette koutia, elle est au sucre, au riz avec des raisins, les raisins enfoncés dans le riz en forme de croix. Il aimait cette église et les vieilles icônes qu'on y voit, le plus souvent sans le moindre cadre. Il aimait aussi le vieux prêtre à la tête tremblante. Auprès de la tombe de sa grand-mère, sur laquelle on avait mis une plaque, il y avait aussi la petite tombe de son frère cadet, mort à l'âge de 6 mois, que, là encore, il n'avait jamais connu et dont il ne pouvait pas se souvenir. Mais on lui avait dit qu'il avait eu un petit frère, et chaque fois qu'il se rendait au cimetière, il se signait religieusement, respectueusement, devant cette petite tombe, s'inclinait devant elle et l'embrassait. Et voilà ce qu'il rêve. Il marche, son père et lui, le long de cette route jusqu'au cimetière et passe devant la taverne. Il tient son père par la main et se retourne avec frayeur vers la taverne. Une circonstance particulière attire son attention. Cette fois, c'est comme s'il y avait une fête, plein de bourgeoises endimanchées, de paysannes avec leurs maris, toutes sortes de gens. Tout le monde est saoul, tous chantent des chansons, et devant le perron de la taverne, il y a une charrette, mais une charrette étrange. C'est une de ces grandes charrettes auxquelles on attelle 2 chevaux de trait et qui servent à transporter des marchandises ou des barriques de vin. Il avait toujours aimé regarder ces chevaux de trait énormes à la longue crinière, aux grosses jambes qui marchent d'un pas tranquille et mesuré et traînent derrière eux, parfois, de vraies montagnes sans la moindre trace d'effort, comme si, avec leur charge, ils se sentaient même mieux que sans. Or, à présent, étrangement, il voit qu'on a attelé à une de ces grandes charrettes une toute petite rosse maigre de paysan, une rosse rouane, une de celles, il en a souvent vu, qui s'épuisent parfois à traîner une haute charge de bûches ou de foin, surtout si elles s'enlisent dans la poussière
ou bien dans une ornière. Et là, les paysans, à coups de fouet, les battent, et ils leur font si mal, parfois même sur la tête et même sur les yeux, et lui, quand il voit cela, il a tellement pitié, mais tellement qu'il en a les larmes aux yeux, et que sa maman, quand ça arrive, l'écarte toujours de la fenêtre. Mais voilà soudain que cela devient très bruyant. Des paysans très grands, comme ça, sortent de la taverne avec des cris, des chansons, des balalaïkas, mais complètement ivres, en chemise rouge ou bleu foncé, leur armiaque sur les épaules. « Asseyez-vous tous !» crie l'un d'eux encore jeune, avec un gros cou comme ça, et une figure musculeuse, rouge comme une tomate. « Je vous ramène tous, asseyez-vous !» Mais tout de suite, des rires et des cris retentissent. « Une rosse pareille, ça nous ramènerait !»« Mais t'es ma boule, Mikolka, une jument comme ça, et cette charrette, là !» La petite Rouane, elle a ses 20 ans bien sonnés déjà, les gars. « Asseyez-vous, je ramène tout le monde !» se remet à crier Mikolka, sautant le premier dans la charrette. Il prend les rênes et se dresse sur l'avant-train. « Le bec, il est parti tout à l'heure avec Matvei, crie-t-il sur sa charrette. « Cette jument-là, mes petits gars, c'est rien qu'un crève-cœur, je la tuerai, tiens, je crois bien. Et bouffe, juste mon pain pour de rien. Asseyez-vous, je vous dis, je vous la mets au galop. Elle galopera. » Et il saisit un fouet, s'apprêtant à fouetter sa Rouane avec béatitude. « Allez, asseyez-vous, quoi !» rigole-t-on dans la foule. « T'entends, elle va se mettre au galop. Mais ça fait bien 10 ans, je parie, qu'elle n'a pas galopé. Bah, c'est le moment qu'elle s'y mette. »« Cognez-y dessus, les gars, prenez des fouets tous, on y va. Vas-y, cognez !» Ils grimpent tous dans la charrette de Mikolka, avec de gros rires, des plaisanteries. Ils sont bien 6 personnes et il reste encore de la place. Ils emmènent encore une bonne femme, grosse, pleine de santé. Elle est vêtue de drap rouge, une coiffe avec des perles, des souliers de paysanne. Elle croque des noisettes et elle rigole. Autour dans la foule, les gens rient aussi, et vrai, comment pourrait-on ne pas rire, une petite jument si chétive, un poids pareil, elle le traînera au galop. 2 gars dans la charrette prennent chacun un fouet pour aider Mikolka. On entend un grand « Hu !» La petite jument s'élance de toutes ses forces, mais sans parler même du galop, c'est au pas qu'elle y arrive à peine. Elle se traîne juste, elle geint et elle s'affaisse sous les coups des 3 fouets qui lui tombent dessus comme de la grêle. Le rire dans la charrette s'accroît encore, mais Mikolka est furieux et enragé à coups redoublés, il frappe sa jument comme s'il pensait réellement qu'elle allait se mettre au galop. « Moi aussi, laissez-moi les gars !» crie un type dans la foule tout heureux. « Arrive ! Et venez tout le monde !» crie Mikolka. « Elle prend tout le monde, je la tue !» Et il fouette. Il ne sait même plus avec quoi il peut la battre, tellement il est fou. « Papa !» crie-t-il à son père. « Papa, qu'est-ce qu'ils font ? Papa, le pauvre petit cheval, ils le battent !»« Viens, dit son père, ils sont saouls, ils s'amusent, les imbéciles. Viens, ne regarde pas. » Et il veut l'emmener, mais lui, il s'arrache de sa main et dans un état second, il court vers le petit cheval. Mais le pauvre cheval ne va pas bien, il étouffe, il s'arrête, s'élance une nouvelle fois, il tombe presque. « Fouette à mort !» crie Mikolka. « Tant qu'on y est, je la tue !»« Et le bon Dieu, tu l'oublies, non ? L'homme des bois !» crie un vieillard dans la foule. « Ça s'est-il jamais vu un cheval comme ça qui traîne cette charrette ?» ajoute un autre. « Tu vas la crever !» crie un troisième. « Pas touche, c'est mon bien, j'en fais ce que je veux. Montez encore les autres, montez tout le monde, je veux absolument qu'elle se mette au galop. » Soudain, une grande explosion de rire, le rire recouvre tout. La petite jument ne supporte plus les coups qui s'accumulent, et impuissante, elle commence à ruer. Même pour le vieillard, ça devient plus fort que lui, il ricane. Et vrai, une petite jument si chétive, et elle rue. 2 gars de la foule sortent encore des fouets et accourent vers le petit cheval pour lui fouetter les côtes, chacun accourt de son côté. « La gueule ! Les yeux, fouette-lui les yeux !» crie Mikolka. « On chante, les gars !» crie on ne sait qui dans la charrette, et tous ceux de la charrette reprennent la chanson. C'est une chanson débridée qui résonne, le tambourin teinte, on siffle à chaque refrain. La bonne femme croque ses noisettes et pousse des petits rires. Il court vers le cheval, il le dépasse, il voit qu'on la fouette sur les yeux, ouais, vraiment les yeux. Il pleure, il a le cœur qui se soulève, ses larmes coulent. L'un de ceux qui fouettent le touche au visage, il ne sent rien, il se tord les bras, il crie, il se précipite vers un vieillard chenu à barbe blanche qui secoue la tête et condamne tout cela.
Une femme lui empoigne la main et veut l'entraîner à l'écart, mais lui, il s'arrache à nouveau et à nouveau il court vers le cheval. Le cheval en est à ses derniers efforts, mais il se remet à ruer. « Mais que le diable !» s'écrie Mikolka en furie. Il jette son fouet, se penche et prend au fond de la charrette un long et lourd brancard. Il le saisit par un bout à deux mains et de toutes ses forces il le brandit au-dessus de la rouane. « Il va te l'écrabouiller !» crie-t-on autour de lui. « Il va la tuer !»« C'est mon bien !» crie Mikolka. Et de tout son élan, il abaisse le brancard. On entend résonner un coup pesant. « Fouettez-la! Fouettez-la! Restez pas là, les bras ballants !» crie-t-on dans la foule. Mais Mikolka prend son élan une deuxième fois, et un deuxième coup de tout son élan retombe sur le dos de la malheureuse rosse. Elle s'affaisse entièrement, mais elle bondit encore, et elle s'agite. Elle s'agite de ses dernières forces dans tous les sens pour avancer. Pourtant, de tous les côtés, ce sont 6 fouets qui lui tombent dessus, et le brancard qui à nouveau se lève, et puis retombe, une troisième fois, et puis une quatrième, régulièrement, de tout son élan. Mikolka est furieux de ne pas être capable de la tuer d'un seul coup. « La peau dure !» crie-t-on autour. « Cette fois-là, c'est complètement qu'elle tombe, et là, fini !» s'écrie un amateur dans la foule. « À coups de hache, allez ! Faut en finir d'un coup !» crie un troisième. « Allez donc, moustique, écartez-vous !» crie frénétique Mikolka. Il jette le brancard, se penche à nouveau dans la charrette et en ressort un pieu de fer. « Attention !» crie-t-il, et de toutes ses forces, il en assène un coup sur le petit cheval. Le coup retombe, la jument chancelle, s'affaisse, elle veut tirer encore, mais le pieu lui retombe une nouvelle fois sur le dos, et là, elle tombe à terre, comme si c'était les 4 jambes d'un coup qu'on venait de lui faucher. « Finissez-la !» crie Mikolka, et il bondit dans un état second hors de la charrette. Quelques gaillards, aussi rouges et saouls, saisissent tout ce qu'ils trouvent, des fouets, des bâtons, le brancard, et ils se précipitent sur le cheval agonisant. Mikolka se met sur le côté, et il commence à battre, pour rien, sur le dos. La rosse tend la tête, elle pousse un soupir oppressé, et elle meurt. « Il l'a achevé !» crie-t-on dans la foule. « L'avait qu'à galoper !»« Mon bien !» crie Mikolka, le pieu entre les mains, les yeux injectés de sang. Il se tient là, comme s'il regrettait de ne plus rien avoir sur quoi cogner. « Ouais, le bon Dieu, tu l'oublies, sûr !» crient maintenant plusieurs voix dans la foule. Mais le pauvre enfant est dans un état second. Il pousse un cri, se fraye un passage à travers la foule jusqu'au petit cheval. Il saisit sa tête morte, ensanglantée, et il l'embrasse. Il lui embrasse les yeux, les lèvres. Puis brusquement, il bondit et frénétique, il se jette contre Mikolka, avec ses petits poings. À cet instant, son père, qui le poursuivait depuis longtemps, le saisit enfin et l'emporte loin de la foule. « Viens, viens, lui dit-il, rentrons à la maison. »« Papa, pourquoi ? Le pauvre cheval, ils l'ont tué » demande-t-il en sanglotant. Mais il se sent étouffé et les mots jaillissent comme des cris du fond de sa poitrine oppressée. « Ils sont saouls, ils s'amusent, ça ne nous regarde pas, viens, dit le père. » Il étreint son père, mais sa poitrine est oppressée toujours, oui, toujours plus. Il veut reprendre son souffle, pousser un cri, et il se réveille. Il s'éveilla tout en nage, les cheveux mouillés, de sueur, hors d'haleine, et il se redressa terrorisé. « Dieu soit loué, c'est juste un rêve, » dit-il, s'asseyant sous un arbre et reprenant profondément son souffle. « Mais qu'est-ce que c'est ? Ce ne serait pas la fièvre qui me ferait ça ? Un rêve tellement horrible. » Tout son corps était comme brisé, son âme était trouble et obscure. Il s'appuya les coudes sur les genoux et se posa la tête dans les mains. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il. « Mais est-ce que vraiment c'est pour de vrai que je prendrai la hache, que je frapperai à la tête et que je lui fendrai le crâne ? Que je glisserai dans le sang gluant et tiède et que je briserai la serrure et que je volerai et que je tremblerai et que je me cacherai tout inondé de sang ? Avec la hache ? Mon Dieu, vraiment ?» Il tremblait comme une feuille en prononçant ces mots. « Mais qu'est-ce que j'ai ?» poursuivait-il en se penchant à nouveau et comme plongé dans une stupeur profonde. « Je savais bien que je serais incapable de supporter, alors pourquoi est-ce que je me suis torturé jusqu'à présent ? Parce que déjà hier quand je suis allé faire cet essai,
Hier, n'est-ce pas, j'avais compris absolument que je ne tiendrais pas, alors qu'est-ce que j'ai maintenant? Pourquoi est-ce que, jusqu'à maintenant, je doutais encore? Parce que hier encore, en descendant l'escalier, je me suis dit moi-même que c'était répugnant, infect, infâme, infâme, parce que rien que l'idée, en vrai, m'a fait vomir, m'a jeté dans la terreur. Non, je ne supporterai pas, je ne supporterai pas. Quand bien même, oui, quand bien même il n'y aurait pas le moindre doute dans tous ces calculs que j'ai faits, même si tout ce que j'ai décidé pendant ce mois est clair comme le jour, est aussi juste dans l'arithmétique, mon Dieu. Mais, de toute façon, je ne me déciderai jamais. Je ne supporterai pas, je ne supporterai pas. Pourquoi alors? Non mais, pourquoi alors jusqu'à présent? Il se releva, posa un regard étonné tout autour de lui, comme s'il était très surpris de s'être aventuré là et parti en direction du pont T. Il était pâle, ses yeux brûlaient, l'épuisement pesait dans tous ses membres, mais brusquement, sa respiration se fit comme plus légère. Il sentit que, voilà, il venait de rejeter de ses épaules ce fardeau terrifiant qui l'avait si longtemps écrasé, et brusquement, du fond de l'âme, il se sentit léger, en paix. Mon Dieu, priait-il, indique-moi le chemin, et moi, je renie ce songe maudit que je portais. En traversant le pont, c'est d'un regard tranquille et apaisé qu'il contemplait la Neva, le coucher éclatant d'un soleil éclatant et rouge. Malgré toute sa faiblesse, il ne ressentait même plus sa fatigue, c'était comme si le pu qu'il avait dans le cœur, ce pu qui l'avait torturé tout un mois, venait soudain de s'écouler. Libre, libre à présent. Il était libre de cet envoûtement, de cette sorcellerie, ce filtre, ce mirage. Par la suite, quand il se souvenait de cette période et de tout ce qui lui était arrivé ces jours-là, minute après minute, point après point, détail après détail, il était constamment sidéré jusqu'à en être superstitieux par une circonstance, même si, au fond, cette circonstance n'était pas très extraordinaire, mais qui par la suite lui sembla toujours comme une sorte de prédestination de tout son sort. Cette circonstance était la suivante. Il n'arrivait pas du tout à comprendre et à s'expliquer pourquoi, fatigué et épuisé comme il l'était, alors qu'il lui aurait été tellement plus profitable de rentrer par le chemin le plus rapide, le plus direct, il rentra chez lui en passant par la place aux Foins, un endroit par lequel il lui était tout à fait inutile de passer. Le détour n'était pas grand, mais évident et complètement inutile. Bien sûr, il lui était arrivé des dizaines de fois de rentrer chez lui sans se souvenir des rues qu'il avait empruntées, mais pourquoi donc, se demandait-il par la suite, une rencontre si importante, si décisive pour lui, et en même temps si étonnamment fortuite que celle qui se produisit place aux Foins, où réellement il n'avait rien à faire, lui arrivait-elle justement à cette heure-là, à cette minute-là de sa vie? Et justement, quand il se trouvait dans cet état d'esprit, et dans ces circonstances précises, des circonstances dans lesquelles elle devait, cette rencontre, produire l'effet le plus décisif, le plus définitif sur son destin. C'était comme si elle le guettait exprès. Il était près de 9 heures quand il traversa la place aux Foins. Les marchands surent très tôt, les étalages, les magasins, les boutiques fermaient tous leurs établissements, où ils rangeaient ou enlevaient leurs marchandises, et ils rentraient chez eux de même que leurs clients. Devant les tavernes, près des étages inférieurs, dans les cours sales et puantes des immeubles de la place aux Foins, et particulièrement devant les débits de boissons, on voyait s'amasser une foule de toutes sortes, plein de petits commerçants et de chiffonniers. Raskolnikov avait une préférence pour ce genre d'endroit, comme pour toutes les ruelles attenantes, quand il sortait errer de rue en rue. Là, ces haillons n'éveillaient l'attention arrogante de personne, et l'on pouvait se promener avec l'allure qu'on voulait sans jamais choquer qui que ce fût. Juste à côté de la ruelle K, à l'angle, un homme et une femme, son épouse, proposaient leurs marchandises sur 2 tables. Des fils, des galons, des foulards d'indiennes, etc. Eux aussi se préparaient à rentrer, mais ils s'étaient attardés en bavardant avec une connaissance qui venait d'arriver. Cette connaissance était Lizaveta Ivanovna, ou simplement comme on l'appelait, Lizaveta, la sœur cadette de la fameuse Aliona Ivanovna, de cette vieille usurière, veuve d'un registrateur de collège à laquelle Raskolnikov avait rendu visite la veille, afin de lui mettre en gage une montre et faire son essai.
Il savait tout depuis longtemps sur cette Lisaveta, et même elle le connaissait un petit peu. C'était une vieille fille, haute, maladroite, timide et pleine d'humilité, presque une idiote, âgée d'à peu près 35 ans et qui vivait en esclavage total chez sa sœur, qui travaillait pour elle de l'aube jusqu'à la nuit, qui tremblait devant elle et qui parfois se faisait même battre. Lisaveta se tenait donc songeuse, avec un sac devant le couple, et elle les écoutait attentivement. Ceci lui expliquait quelque chose avec une fougue particulière. Quand Raskolnikov l'aperçut soudain, une sorte d'impression étrange qui ressemblait à une stupéfaction des plus profondes s'empara de lui, même s'il n'y avait rien de stupéfiant dans cette rencontre. « Vous pourriez décider vous-même, Lisaveta Ivanovna, disait l'homme à voix haute. Venez, tenez, demain entre 6 heures et 7 heures. Eux aussi, ils seront là. Demain, dit Lisaveta d'une voix pensive et traînante comme si elle était indécise. Mais cette peur qu'elle vous fait n'empêche Aliona Ivanovna, débita la femme du marchand, une dame pleine d'énergie. Je vous regarde, vous êtes pareille qu'une petite gosse, vrai, et votre sœur même. C'est pas votre sœur de sang, c'est par alliance, et regardez ce pouvoir qu'elle a sur vous. Non, pour cette fois, dites-lui rien, Aliona Ivanovna, l'interrompit le mari, ça, n'est-ce pas, c'est le conseil que je vous donne. Et venez nous voir sans lui demander, vous y perdrez pas, non. Et puis, votre sœur aussi, elle sera d'accord après. Alors je passe? Demain, oui, entre 6 et 7. Et eux aussi, ils seront là, vous déciderez personnellement, voilà. On vous mettra le samovar, ajouta l'épouse. Bon, je viendrai, murmura Lisaveta, réfléchissant toujours, et lentement, elle reprit sa route. À cet instant, Raskolnikov était déjà passé, et il n'entendait plus. Il était passé sans bruit, sans se faire remarquer, essayant de ne pas rater une seule parole. Sa stupéfaction première s'était peu à peu changée en épouvante, comme si des frissons lui parcouraient le dos. Il l'avait appris, il venait d'apprendre, soudain, d'une façon brusque, entièrement inattendue, que le lendemain, à 7 heures du soir précise, Lisaveta, la sœur de la vieille et son unique cohabitante, ne serait pas chez elle et que donc la vieille, à 7 heures du soir précise, resterait seule chez elle. Il ne lui restait que quelques pas jusqu'à chez lui. Il entra dans sa chambre comme condamné à mort. Il ne réfléchissait plus à rien du tout. Il était incapable de réfléchir. Il avait ressenti, soudain, par tout son être, qu'il n'avait plus aucune liberté de jugement, aucune volonté, et que, soudain, tout était décidé définitivement. C'était clair. Même s'il avait attendu des circonstances favorables depuis déjà des années, même à ce moment-là, en ayant un projet, il était impossible d'escompter à coup sûr un pas plus évident vers le succès de ce projet que celui qui s'offrait, soudain, à présent. Dans tous les cas, il lui aurait été difficile d'apprendre la veille et à coup sûr, avec une précision plus grande et un risque plus faible, sans le moindre interrogatoire dangereux, la moindre enquête, que le lendemain, à telle heure, telle vieille femme contre laquelle se tramait un meurtre, se retrouverait toute seule chez elle.